intervention. J'appelle maintenant, sur l'estrade, Anne-Marie Lerouet pour l'Union des entreprises de proximité, l'U2P. Comme tout le monde, vous attendez en bas, je vous présente et vous montez. Maintenant, tout le monde a compris. Anne-Marie, vous dirigez avec vos 2 filles une pension canine et féline à Châtillon-la-Palud, créée il y a 33 ans. Vous êtes engagée depuis 2 décennies au sein de votre syndicat national et occupez le poste de présidente de la commission éducation, formation, apprentissage de l'U2P. J'ai tout bon? Ah, c'est parfait. Je vous invite à monter sur scène. Anne-Marie Lerouet. Anne-Marie, bienvenue. Vous avez 5 minutes avant que le gong ne retentisse. Vous avez vu, vous connaissez les règles. À vous de jouer. Bonjour. L'insertion des jeunes sur le marché du travail, c'est tout simplement dans l'ADN des entreprises de l'U2P. La formation initiale et professionnelle par alternance est inscrite dans les gènes de nos chefs d'entreprise, dont beaucoup sont issus eux-mêmes de ces filières d'apprentissage. Bien entendu, nous nous félicitons tous des excellents chiffres de l'apprentissage, une augmentation de plus de 40%, et dans une année particulièrement éprouvante pour les raisons que nous connaissons tous. Nous nous en félicitons parce que ce sont majoritairement les petites entreprises de moins de 50 salariés qui ont conclu ces contrats. Les TPE et les PME représentent les 2/3 d'embauches d'apprentis en 2020, soit plus de 322 000 contrats, confirmant ainsi leur force d'insertion professionnelle pour les jeunes. 97% des communes accueillent au moins une entreprise de l'économie de proximité. Et donc, sur ces 97% de notre territoire, il y a du potentiel de formation, d'emploi, de création d'entreprises. Ces entreprises se mobilisent constamment pour former des apprentis à leur métier, une nécessité, d'autant que nombre de nos secteurs d'activité sont aujourd'hui en tension et rencontrent de grandes difficultés à recruter. Qui l'eût cru il y a quelques années encore? Ce sont nos métiers de bouche, nos bouchers, nos boulangers, nos métiers de service et de la fabrication, les coiffeurs, les esthéticiennes, les toiletteurs, ainsi que nos métiers du bâtiment qui peinent à recruter. En janvier 2021, l'action de l'U2P a permis l'identification de ces secteurs en tension lors des travaux réalisés avec le ministre du Travail dans le cadre de France Relance et l'après-crise. La semaine dernière, je suis allée à la rencontre de nombreux artisans et je voulais vous faire part de ma stupéfaction. Recherche apprentis, recherche salariés. Les affiches pullulent sur les portes de nos magasins. Bientôt, il va falloir louer des panneaux 4x3 pour dire qu'il y a de l'emploi et de la formation possible. Alors, comment répondre à ce qui s'apparente à une désertion? L'une des premières réponses à apporter est d'aller à la rencontre de nos futurs apprenants dès le collège. Permettons aux CFA de venir présenter leur offre de formation en apprentissage aux jeunes élèves de 3e. Utilisons les heures dédiées à l'orientation au collège et au lycée pour permettre aux entreprises de se rapprocher des établissements scolaires. Boostons l'organisation de journées métiers où les artisans, les chefs d'entreprise de proximité et les professions libérales pourront présenter ce qui fait leur métier. Développons la pratique des stages en entreprise et pourquoi pas dès la 4e, pour que les jeunes vivent et ressentent la passion qui transpire dans nos très petites entreprises. Connaissances dans les CFA et compétences dans les entreprises sont les alliés de la réussite de l'emploi. Faisons redécouvrir nos métiers à la future génération en leur donnant le goût du travail accompli. Imaginez un tailleur de pierre. Si vous lui dites que son travail consiste à tailler la pierre, que pensez-vous que sera sa motivation? À l'inverse, si vous lui dites que son travail va servir à reconstruire Notre-Dame de Paris, alors ce travail prend tout son sens. Imaginez maintenant, je vous propose de devenir boulanger. Je suis sûre qu'une grande partie d'entre vous imagine le réveil qui sonne à 3 heures du matin pour faire les croissants. Fermez les yeux. Et maintenant, sentez-vous l'odeur du pain chaud, des croissants. Pensez aux saveurs qui vont égayer les papilles de vos clients et reconnaissez que cela change tout. Nous avons la responsabilité d'un important travail de valorisation de nos métiers auprès du grand public et des familles, afin que les jeunes aient la curiosité de s'y intéresser et surtout de s'y former. Redonnons un souffle de jeunesse à nos formations, un élan d'optimisme à la jeune génération. Donnons-leur le droit à l'erreur d'orientation. Garantissons de répondre aux besoins en compétences des entreprises, redonnant du sens et un rôle aux missions du maître d'apprentissage. Je vous garantis qu'il existe des métiers passionnants à découvrir dans la vraie vie. Confucius a dit « Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie ». Nous avons l'espoir que cette première université école-entreprise va nous y aider.
Merci. Ah bah ça s'est bien passé. Oui. Ah, vous êtes plus rapide que prévu. Du coup, il va falloir qu'on meuble pendant 1 minute parce qu'on va être en avance En sur le fait, prompteur. j'ai encore 5 secondes, non? Vous avez encore même 50 secondes. Alors, vous n'avez pas merci. quelque chose à rajouter? Une autre anecdote après Il ne faut pas me laisser le la tailleur parole, de pierre sinon ou le le tailleur boulanger? de pierre, il était C'était bien très mon bien, tailleur. c'est très bien. Et je suis ravie parce que je les ai rencontrés hier par le plus grand des hasards. Ah bah comme quoi. Mais bon, par contre, il ne faut pas espérer que Notre-Dame brûle tous les ans. Non, ça, on ne va pas l'espérer quand même. On est d'accord. Merci beaucoup. Allez vous asseoir. Bon, on va passer au dernier intervenant de cette matinée. Alors, je vais changer un petit peu parce que je n'ai pas bien respecté les règles. Donc, je ne vais pas donner son nom. Mais d'abord, je vais vous dire qui c'est. Et après, je l'appellerai. Alors, il dirige l'entreprise Asselin SAS depuis 1993, une PME de, bonjour François, de 130 salariés implantés dans les Deux-Sèvres, à La Réunion et aux États-Unis. Vous restaurez des monuments historiques, justement ça vous parle, Notre-Dame de Paris, et des bâtiments anciens. On lui doit notamment la restauration de 288 menuiseries de la façade ouest du château de Versailles et la construction de la réplique du navire de guerre que vous connaissez tous, l'Hermione. Parallèlement, c'est un militant engagé pour l'entrepreneuriat et il préside depuis 2015 la CPME, la Confédération des PME. Lui, c'est François Asselin que j'appelle sur scène. François, vous pouvez monter. Bonjour François. Bon François, on se connaît bien, on va pas se mentir. Oui. On se parle souvent. Donc je vais être un petit peu plus direct avec vous qu'avec les autres. Ah oui. Donc voilà, vous avez 5 minutes. 5 minutes, pas de alors, plus, pas moins. C'est un exercice qui sera moins compliqué pour la génération montante, puisque dans les prochaines épreuves du bac, je crois qu'il va y avoir un grand oral. Oui, il sera 20 minutes. Bon, donc voilà. là, vous avez 4 fois moins. Et attention, le gong. 4 fois retentit. plus dur. On va voir si vous savez compter. François, c'est à vous. Merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, en venant ici, je me disais, tiens, qu'est-ce qui me permet finalement de prendre du temps et de parler devant vous, comme je le fais, pendant que mon entreprise continue à tourner? Eh bien, c'est qu'autour de moi, j'ai un ensemble de cadres, hommes et femmes. C'est mon comité de direction. Ils sont 8, plus moi 9. Et sur les 8, ils ont tous fait de l'alternance au sein de l'entreprise. Pour certains, d'abord dans une autre entreprise, et puis après, dans l'entreprise Asselin. Et aujourd'hui, ceux qui tiennent les rênes de l'entreprise. Ils ne sont absolument pas isolés. C'est une particularité que vous retrouverez dans beaucoup de PME, dans beaucoup de TPE. Et pour autant, on a tellement besoin de vous, vous qui finalement nous, entre guillemets, livrez les jeunes à la sortie des établissements scolaires, des lycées, des collèges, des universités, des lycées techniques. On a tellement besoin de vous qu'on ne travaille pas bien ensemble. On pourra en tout cas beaucoup mieux travailler. Lorsqu'un jeune a du potentiel et qui sort de terminale, combien de chances, d'après vous, a-t-il qu'on lui parle de filière professionnelle? Très peu, finalement. Il risque d'avoir 2 oppositions, parfois le corps professoral, qui, d'une façon plus ou moins implicite ou explicite, aura tendance à dire « tu mérites mieux », et puis la famille, autre corps social incontournable important, qui aura tendance à lui dire ou à penser tu ne vas pas être smicard toute ta vie. C'est un petit peu brutal ce que je vous dis. Évidemment, ça c'est un aspect généraliste qui ne peut pas coller à toutes les situations personnelles. Mais globalement, c'est un petit peu ça qui se passe. Alors, comment faire en sorte de donner de l'espoir, d'abord aux jeunes, donner de l'espoir à vous, enseignants, donner de l'espoir aux familles si ce jeune a envie d'épouser une filière professionnelle? Il faudrait que, quel que soit le choix du jeune, que ce soit professionnel ou académique, que ce ne soit pas un choix discriminant. Que s'il part dans la filière professionnelle, que surtout la partie académique ne descende pas de 3 marches, qu'il garde le même niveau, pour que pendant toute sa formation, il puisse basculer d'une filière à une autre, tantôt académique, tantôt professionnelle, et espérer dès le départ obtenir le plus haut niveau de qualification ou de diplôme, quel que soit son choix initial. Alors je sais que c'est possible, mais ce n'est pas très lisible, ce n'est pas très fluide et ce n'est pas facile. Et quand je vois l'angoisse qui est celle de beaucoup de familles quand il s'agit de choisir l'orientation, mais je me dis, mais c'est incroyable,
Parce que nous avons la même angoisse, employeurs de PME, de TPE, de ne pas trouver les compétences dont nous allons avoir besoin demain. Autant vous dire qu'on a plein d'occasions, ensemble, de mieux travailler, parce que c'est notre intérêt commun, et puis c'est avant tout l'intérêt de notre jeunesse, que nous avons vu défiler tout à l'heure de façon brillante et magnifique sur cette scène. Alors, je ne serai pas plus long, parce que si je commence à développer d'autres sujets, je risque de dépasser le temps de parole, mais j'ai simplement envie de vous dire que dites aux jeunes que les PME les aiment, et non seulement nous les aimons, mais nous savons le prouver. Alors certes, il faut être au rendez-vous, nous employeurs, c'est-à-dire que, Laurent l'a évoqué, il faut que, entre guillemets, notre marque employeur, notre marque de filière professionnelle soit attrayante. Ça passe bien évidemment par la rémunération, mais pas que. Aujourd'hui, on a une jeunesse en quête de sens. Alors il faut savoir donner du sens, nous aussi, à nos entreprises. Il faut porter un projet d'entreprise pour que, tout simplement, le jeune, à travers son projet professionnel, eh bien, puisse se projeter dans l'entreprise dans laquelle il a envie de rentrer. Allons-y, on a besoin de vous, vous avez besoin de nous, c'est l'intérêt de toute notre jeunesse. Merci. C'est pas possible. 50 secondes, 30 secondes, mais vous êtes en train de nous casser le rythme, là. Merci beaucoup, François. Avant d'attaquer purement le débat, je vais demander quand même une première réaction à Édouard Geffray. Beaucoup de choses ont été dites positives, constructives, parfois quelques critiques. François Asselin l'a dit, notamment sur l'image des filières professionnelles et de la capacité des parents, des professeurs à ne pas forcément toujours vouloir orienter les élèves vers ces filières. Alors, quel est votre premier sentiment après ces 4 interventions sur l'état de la relation entre l'école et l'entreprise vue par les partenaires sociaux? Écoutez, je crois qu'il y a une bonne partie du diagnostic qui est partagée, ce qui est bon signe. Moi, je dirais qu'on a de tout ce qui se dégage et que je partage complètement. Enfin, il y a plein de points, évidemment, mais il y a 2 choses que je voudrais citer. La première dimension, c'est faire connaître. Faire connaître aux jeunes tout ce qui existe et leur donner la fierté des métiers. Ce que vous avez dit, Madame Leroy, tout à l'heure, et sur la façon de présenter les métiers. Parfois, on a aussi d'ailleurs le même sujet sur le sujet de professeur. Vous savez, nous aussi, à l'Éducation nationale, c'est-à-dire que les gens ont une vision du métier de professeur qui ne correspond pas du tout, en fait, parfois, hein, à la réalité humaine et à la richesse humaine du métier. Donc, faire connaître les métiers dans leur diversité, le montrer ce qu'ils sont, en fait, et ce qu'ils apportent, et les donner à voir aux jeunes. Alors, on a des outils pour ça. On essaye, par exemple, vous savez, il y a un truc qui s'appelle AFLNet, en fin de 3e, ce qui est un outil informatique. On essaye maintenant, enfin, c'est pas qu'on essaie, c'est qu'on le fait, on monte systématiquement toutes les formations qui sont en apprentissage. Avant, on ne faisait pas apparaître ces dimensions-là. Maintenant, on monte, parce qu'on sait que les jeunes sont très demandeurs de ça. Et ça fait lien avec la deuxième dimension, c'est leur permettre de tester et d'expérimenter. Oui, toujours expérience professionnelle. Et quand vous regardez, et on a tous vécu ça, y compris en famille, hein, quand on regarde des offres d'emploi pour les jeunes, il est toujours marqué 2 ans, 3 ans, expérience professionnelle demandée, etc. etc. Et c'est quelque chose qui inquiète beaucoup nos jeunes, y compris parce qu'ils ont besoin parfois de se tester eux-mêmes par rapport à ce qu'ils ont envie de faire. Et donc, chaque fois qu'on arrive à tisser des liens pour des stages de 3e, qui peuvent se faire dès la 4e d'ailleurs, pour répondre à votre question de tout à l'heure, chaque fois qu'une entreprise ouvre ses portes et nous donne la possibilité d'aller la visiter, chaque fois qu'on tisse des partenariats qui font que, par exemple, les périodes de formation professionnelle pour la voie professionnelle se déroulent, j'allais dire, dans l'entreprise, soit du secteur, soit au-delà, et bien à chaque fois, on permet ce double élément de je connais mieux les métiers auxquels je pourrais accéder, je suis fier de m'y préparer. C'est aussi le sens du chef-d'œuvre. Je suis fier de m'y préparer. Je suis fier de montrer ce que je sais faire quand je suis en professionnel. Je suis fier de m'y préparer quand je suis en voie générale technologique. Et puis évidemment, je peux me tester. Et donc, si jamais je m'aperçois que ce n'est pas fait pour moi, ou si je découvre à cette occasion d'autres métiers qui me plaisent, je pourrais les faire. Et là-dessus, on a vraiment à la fois beaucoup fait. Et je pense qu'on a encore beaucoup à faire. Merci Édouard. François, vous avez un fan qui vous dit que vous avez fait une très bonne intervention, je vous le dis. Comment on peut faire? Je vous pose la question à tous les 4 et vous ne battez pas pour répondre. Comment on peut faire concrètement pour améliorer l'insertion professionnelle des jeunes en entreprise? Est-ce qu'il y a des recettes? Qu'est-ce qu'il faut faire en plus? Vous avez parlé de la valorisation des métiers, et d'ailleurs de Pierre à la boulangerie, mais est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce qu'il faut faire quelque chose du côté du corps enseignant pour former mieux les enseignants à ce qu'est le monde de l'entreprise? Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais il y a encore des choses à faire. Est-ce qu'il faut
je ne sais pas moi, revoir la qualité des diplômes. On en parlait, on en parlera dans la table ronde d'après. Il y a parfois des diplômes qui ont évolué avec le temps et qui font qu'on ne demande plus les mêmes compétences aujourd'hui qu'hier, alors que les métiers, pour beaucoup, ont changé et en tout cas, les diplômes ne sont pas adaptés au métier. Qu'est-ce qu'il faut faire? Anne-Marie, une idée. Vous avez votre micro devant. Je pense qu'il y a beaucoup à faire, effectivement, mais l'une des choses que l'on pourrait également faire, c'est permettre une passerelle entre les différentes certifications. Lorsque vous avez un jeune qui part en coiffure, par exemple, ce jeune va faire un CAP coiffure, faire un BP coiffure, et puis peut-être que ce jeune va se rendre compte que finalement, ce n'est pas vraiment ça qu'il voulait faire. Ce n'est pas grave, hein. S'il y a une chose qu'on apprend quand on est maître d'apprentissage, c'est bien à comprendre le jeune qui n'a pas envie de faire notre métier. Ça, il faut savoir l'entendre quand on est maître d'apprentissage. Et ce jeune-là, je vais reprendre mon exemple de la coiffure. Alors, je vais prendre une passerelle facile. Admettons qu'elle parte en esthétique. Facile, mais quand même. Eh bien, il faut que le socle des connaissances que ce jeune a acquis en coiffure serve pour l'esthétique. C'est-à-dire qu'on ne doit pas avoir une étiquette de coiffeuse, d'esthéticienne, de tailleur de pierre, de mécano, quand on a 16 ans. C'est presque inadmissible d'avoir encore ce type de réaction. Il faut que le jeune puisse passer de l'un à l'autre et donc, peut-être que quand il change d'orientation, tout simplement faire une évaluation de ses connaissances pour mieux le guider, mieux l'aider à aller vers une autre entreprise, vers un autre métier. Surtout quand on sait qu'un jeune va, aujourd'hui, on va peut-être changer 5, 6 fois de métier dans sa vie. Mais bien sûr, on a une génération qui chamboule tout, donc c'est à nous de nous adapter. Nous, penser pour aujourd'hui, c'est être en retard. Il faut penser pour demain quand on pense pour nos jeunes. On est bien d'accord. C'est-à-dire c'est à eux de leur dire. Vous savez, moi, j'aime beaucoup demander à mes apprentis ce qu'ils aimeraient. Parce qu'à 16 ans, 17 ans, on a tous été comme ça. Et du coup, il n'y a pas de raison que la nouvelle génération ne le soit pas aussi. Ils ont un peu des idées de jeunes. Et il faut s'en imprégner. Si on regarde d'en haut en disant non, non, écoute, vous savez, moi j'ai entendu quand j'étais à l'école, ce métier-là, il sert à rien, il n'existe pas, c'est pas la peine, ne le fais pas. Waouh, heureusement que j'ai pas écouté, et j'en suis désolé pour les enseignants qui sont dans la salle, mais heureusement que j'ai pas écouté les gens qui me disaient ça à l'époque. Merci. François, je crois que vous avez une recommandation à faire sur la formation des professeurs. Marc, vous me lancez sur la question. Ouais. Oui. En fait, tout à l'heure, il y en a qui disaient que j'avais fait une belle intervention. Là, je vais peut-être me faire moins d'amis. Mais je pense qu'on vit depuis des années, mais vous n'êtes absolument pas responsable. C'est-à-dire que c'est un problème collectif, c'est un problème systémique même. Hein. On vit une certaine faillite de l'exigence. Hein. C'est-à-dire qu'on délivre des diplômes qui ne reflètent pas exactement le niveau des jeunes. Hein. Je suis assez radical dans mes propos, hein, mais nous, on le constate au niveau des entreprises, hein, parce que... ah ben non, j'ai quelques amis, hein, finalement. Et de votre famille? Un public mix, ouais. mais si vous voulez, ça part sur des constats vraiment très concrets, quoi. C'est-à-dire que ces jeunes qui sortent de leur formation, moi, ça fait 28 ans que je dirige la même entreprise. L'apprentissage, c'est l'ADN de l'entreprise. Hein. Donc, et de toute façon, comme on n'arrive pas à trouver de gens qualifiés sur le marché du travail, on est obligé de les former. Tant mieux. Hein. Ce n'est pas un problème, on aime ça, les former. Hein. Mais on a très bien vu en 28 ans qu'il y avait des acquis qui n'étaient plus maîtrisés. Hein. Et quand vous avez quelqu'un qui sort parfois d'une école d'ingénieur et qui ne sait pas maîtriser l'écrit, enfin la langue française, dans une PME, c'est vraiment embêtant. Alors, vous avez les correcteurs orthographiques, mais ça ne fait pas tout. Hein, on est bien d'accord. Hein. Et je n'ai pas les moyens de lui mettre une assistante pour lui faire son courrier. Hein. Donc, c'est des choses très concrètes. Donc, vous voyez, quand je dis qu'il y a une certaine faillite de l'exigence, c'est-à-dire qu'on se dit, mais il y a quelque chose qui se délite, quoi. Vous voyez, hein. Et donc, je pense qu'il faut tous qu'on se ressaisisse parce que c'est violent pour ces jeunes quand ils arrivent dans l'entreprise parce que le premier lieu d'exigence, finalement, qu'ils rencontrent, et où là où ça ne pardonne pas, c'est l'entreprise. Et du coup, c'est violent pour eux, parce que nous, on n'est pas très tendres, hein, et on ne comprend pas. Hein. Donc, il y a déjà, à mon avis, un problème à la racine. Il faut qu'on arrive à se ressaisir, et au moins que sur les savoirs académiques de base, qu'il n'y ait plus de questions, quoi, voilà, qu'on ne se pose plus de questions, à mon avis. Et puis l'autre élément aussi qu'on constate... Vous ne pouvez pas le garder pour plus tard? Comment? Vous gardez oui, je garde le trou, ouais, pour le deuxième tour. On fera un tabac tout à l'heure avec la formation des professeurs. Laurent, une idée pour faciliter l'insertion professionnelle des jeunes en entreprise?
une idée supplémentaire. D'abord, qu'ils ne soient pas perdus. Je citais le CEREC. Un des problèmes de la productivité du travail, on pourrait s'interroger sur la productivité du capital, mais je n'ai pas l'étude. Mais un des problèmes de la productivité du travail d'une donnée qui est sortie il y a 2 ans, c'est le fait que les salariés, pas seulement les jeunes, les salariés, pour beaucoup d'entre eux, n'ont pas les compétences pour le métier qu'ils occupent. Donc ça pose la question de la formation professionnelle, on s'en occupe avec les partenaires sociaux. Oui, on estime d'ailleurs que 40% des jeunes qui occupent un métier ont un niveau de compétence qui est supérieur au métier qu'ils occupent. C'est ça. 40%. Mais n'ont pas les compétences forcément spécifiques de leur métier. Et donc, il faut qu'on ait cette réalité en tête. Les transitions écologiques, technologiques, les bouleversements, la révolution dans le monde de l'automobile, de la grande distribution, et je ne parle même pas des services de proximité qui sont en train de muter. Bon. Si on forme des jeunes de manière très spécialisée, à l'image des ouvriers spécialisés, alors on se plante. Donc il faut d'abord avoir un socle de connaissances, de compétences, de citoyenneté, de connaissances de base, le plus large possible pour permettre de profiter des formations professionnelles ultérieures et des reconversions. Et ne pas faire l'erreur de trop se spécialiser. Évidemment, il y a des métiers, il y a des gestes professionnels qui ne changent pas, en tout cas pas tous les 4 matins, mais il y a tout un pan de métiers où il y a des révolutions suffisamment importantes à l'échelle d'une vie pour qu'on ne fiche pas dans des secteurs trop étroits. Deuxième idée, mais rapide, on se plantera tant qu'on continuera à faire semblant, même si les choses s'améliorent, que l'engagement dans la voie professionnelle est d'abord un choix par envie. Il reste encore trop un choix par défaut, pour des raisons que François a évoquées, culturelles, de représentation, mais parce que notre système scolaire est fabriqué comme ça. Dès la 6e, dès la 5e, l'intérêt, c'est de regarder comment on produit ceux qui vont aller en filière générale, peut-être en classe prépa, peut-être pour fabriquer l'élite du pays avec les grandes écoles. Et la voie professionnelle, elle vient en second. Dès qu'on crée un dispositif, les 3e professionnels, les 3e d'insertion, tout ce qui a été créé avec des belles idées au départ, a toujours été perverti pour en faire une filière précoce, d'orientation précoce, d'orientation subie. C'est ça le mot qui est le plus important pour le jeune. Si le jeune a diplôme égal, il n'a pas les mêmes compétences de base dans l'étude qui a été citée, c'est pas un hasard, c'est parce que s'il va dans une filière dans laquelle il n'a pas envie d'aller, il ne risque pas de s'épanouir. Et ça n'a pas évolué, ça, Laurent? Ça a évolué, mais trop peu. Ça reste encore trop vrai, ces orientations par défaut. On n'aurait pas des décrocheurs à 16 ans, en CAP, en BEP, qui n'ont pas envie d'être là et qui finissent d'attendre 16 ans pour pouvoir se dire « ça y est, je suis libéré de l'école ». Et qui ensuite, même s'ils ont acquis des compétences, deviennent ou redeviennent illettrés au sens propre du terme, là, pour le coup. Donc on a encore trop ça. Les 150 000 qui sont devenus les 120 000 jeunes qui sortent sans qualification ou sans diplôme. Après être passé à moins de 100 000. Voilà, et c'est maintenant à moins 100 000. C'est encore trop. Au bout de 10 ans, ça fait 1 million de personnes. Enfin, on a encore cette constante macabre, sans aucune référence à celui qui avait écrit un bouquin là-dessus, qui nous plombe. Et il y a cette méconnaissance de l'entreprise ou des filières professionnelles. Et moi, je plaide pour que, pas des stages, hein, mais des visites d'entreprise, dès l'école primaire, des visites de métiers, que des profs se mélangent avec des chefs d'entreprise ou des managers dans des stages de formation continue, 3 fois ou 4 fois dans la carrière pendant 2 ou 3 jours, pour que chacun ait une connaissance, et pas ceux de l'enseignement professionnel, ceux de l'ensemble de la filière. Merci Laurent. Paola, une idée avant de passer aux questions de la salle? Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été dites et très justes. Moi, je verrais 3 points complémentaires. Le premier, c'est que je pense que l'école doit entrer dans l'entreprise. C'est-à-dire que concrètement, en fait, on parle de rapprochement, on se rapproche comment quand on se connaît et quand on se côtoie. Donc je pense qu'on parlait des visites, ça peut être les professeurs, ça peut être les élèves, mais ça peut être aussi les entreprises. Mais je pense que ce lien est essentiel. Parce que finalement, et c'était très bien expliqué, on ne parle jamais mieux de ce qu'on connaît, et ça fonctionne pour les professeurs, ça fonctionne pour les élèves, ça fonctionne pour les entrepreneurs. Et puis la transmission quelque part de la fibre, de la valeur, elle est essentielle, je pense. Donc ça, c'est le premier point, et c'est très concret. Hein. Il y a des solutions qui peuvent être développées, etc. C'est comment finalement les amener à voir. Ça permet aussi, et on parlait des filières, ça permet de faire découvrir en fait des nouveaux métiers ou des métiers qui existent qu'on ne voit pas traditionnellement. Je pense qu'on pourrait faire un petit sondage. Un jeune à 15-16 ans,
pour ceux que je côtoie, combien de métiers il connaît, combien finalement de filières il connaît vraiment. Si on prend par exemple la métallurgie, qui n'est pas du tout féminisée, qui essaye, et qui se développe pour l'être par exemple, effectivement la métallurgie, ce n'est pas la métallurgie d'il y a 100 ans, ni de 50 ans. C'est des métiers qui recherchent, qui recrutent. Il y a plein de métiers comme ça, mais aussi le numérique pour les femmes ou des choses. Donc je pense que voilà, la découverte des métiers. Après, je dirais que le troisième point, c'est on parlait de la vitesse des choses. Je pense que la connaissance se périme très très vite maintenant. Avant, finalement, une connaissance pouvait rester 10, 15, 20 ans, 30 ans. On était aussi les hommes et les femmes, ou les femmes et les hommes d'une seule entreprise, puis ensuite de deux. Maintenant, finalement, tout va très très vite. Et finalement, je pense que l'enjeu de l'éducation et des entreprises, c'est d'apprendre à apprendre. Je pense que finalement, effectivement, on parlait de l'hyperspécialisation. Ouais, l'hyperspécialisation, elle marchera combien de temps? 1 an, 2 ans? Puis hop, il y aura quelque chose de nouveau, il y aura un nouveau savoir. Ça marche aussi en informatique. D'où la formation continue. C'est-à-dire qu'il faut toujours apprendre à apprendre. Continue, mais surtout le fait d'apprendre à apprendre, d'apprendre à découvrir. Et donc, moi, j'aime bien développer la notion de talent, parce que le talent ne se périme pas, par contre. Et donc, effectivement, eh bien, ils peuvent découvrir de nouveaux talents, rebondir, et ainsi de suite. Et ça, je pense que l'éducation a un rôle majeur, et nous, on doit se rapprocher pour faire ça. Alors, il y avait une question, merci Paula, il y avait une question juste avant que je vais vous poser, qui vient de la salle. Qu'est-ce que l'éducation nationale doit faire pour faciliter votre action, vous, partenaires sociaux? Vous n'avez pas entendu la question, le monsieur répète. Question de la salle. Qu'est-ce que l'éducation nationale doit faire pour que vous, partenaires sociaux, travailliez mieux à l'insertion professionnelle des jeunes? Est-ce qu'il y a des choses à développer encore pour faciliter votre action en tant que partenaire social? Paula, vous levez la main? Allez, vous pouvez répondre. Je pense qu'il y a un point qu'on a moins cité, c'est l'approche, le maillage territorial. Je pense que chaque bassin d'emploi se joue, et chaque entreprise et chaque système scolaire se joue au niveau du territoire. Et donc effectivement, je pense que c'est de comprendre de part et d'autre les enjeux du territoire et de finalement faire des rencontres très concrètes, de travailler ensemble à des programmes qui sont propres au territoire et qui se déclinent avec des choses très concrètes. Parce qu'en France, on a beaucoup de territoires très très diversifiés, très nombreux, et chaque filière n'est pas la même, chaque territoire n'est pas le même. Édouard, ça se fait ça? Alors oui, ça se fait, et je rebondis dessus, c'est important parce que finalement le service public qui a le maillage territorial le plus fin, c'est l'école. On est présent partout, à toutes les altitudes et sous toutes les latitudes. Et en face, effectivement, c'était dit tout à l'heure, 97% des communes abritent des entreprises. Donc finalement, on a 2 maillages territoriaux extrêmement fins et avec des bassins notamment industriels ou d'emploi qui sont souvent très cohérents. Et donc, il y a effectivement un vrai enjeu à ce que par bassin, il y ait ce type de partenariat. C'est le sens d'ailleurs des campus des métiers des qualifications. Il faut aussi attention à pas, en sens inverse, enfermer les jeunes dans une vision qui est celle de leur bassin. C'est-à-dire qu'il faut leur permettre aussi de s'affranchir d'un certain nombre de frontières géographiques parce qu'ils ont justement envie de faire autre chose, notre métier, etc. Et c'est aussi pour ça qu'il faut, quand on a ce type d'approche, associer ça à des dispositifs qui leur permettent justement de venir de plus loin. Je pense typiquement aux internats d'excellence. On en a maintenant plus de 300 en cette rentrée. Parce que sinon, on va reproduire d'autres types de schémas qu'on voudrait aussi éviter pour d'autres raisons, cette fois-ci plus d'ordre social. Donc, il faut articuler les deux, mais je ne peux que partager cette idée d'un maillage territorial croisé. Laurent Escure, pour l'UNSA. Il y a plusieurs choses que la puissance publique, pas seulement l'éducation nationale, peut faire pour aider les partenaires sociaux à l'insertion des jeunes. Il y a des internats. Il y a Felletin, je connais bien, parce que ma famille y est passée, donc je ne sais pas qui l'a cité tout à l'heure, mais ça marche bien tout ça. Mais parfois, pour avoir une formation professionnelle de qualité dans une région, il faut faire 300 km, dans les grandes régions maintenant. Et donc, parfois, on est équipé en internat, en accueil. Parfois, on l'est moins. Et quand on est un jeune adulte décrocheur qui veut repartir et qui parfois s'adosse à une filière mixant des formations du privé et du service public, la question ou l'apprentissage, la question qui est posée, c'est comment on se loge. Il y a la garantie jeune pour ça, mais moi je crois beaucoup à la garantie jeune qui touchait 100 000 jeunes jusqu'à présent, qui va toucher 200 000 à la fin de cette année, et dont on parle qui va toucher 500 000. Peut-être que le revenu d'engagement, on touchera 500 000. Non, c'est fini, on ne parle plus de revenu d'engagement, on ne parle pas de revenu maintenant, on va parler de parcours, de contrat, mais pas de revenu, c'est une idée aussi du président de la République. Donc ça, la puissance publique peut agir dans ce sens-là, et peut-être faire encore plus, encore mieux. Il doit y avoir sans doute des cofinancements pour tout un tas de jeunes, que j'appelle décrocheurs, c'est un mot péjoratif, mais ceux qui ont fini une formation, n'ont pas trouvé d'emploi, sont les fameux sans formation et sans emploi. Ils sont 1 million en France.
Et ceux-là, il y a des dispositifs qui existent, qui sont peu nombreux. Et moi, je sais que François partage ça, même si du côté patronal, ça n'allait pas toujours partager, mais partage l'idée, jusqu'à une certaine limite, évidemment, qu'il y ait des mutualisations financières qui dépassent les filières trop spécifiques des métiers. Les reconversions ou l'insertion d'un certain nombre de jeunes dans un territoire mouvant et dans un moment où les métiers changent, où des entreprises disparaissent pour en voir apparaître d'autres, nécessite qu'il n'y ait pas un silo de la formation ou de la reconversion professionnelle. Et donc nécessite qu'il y ait une part encore plus importante de formation qui permettent de passer d'un secteur professionnel à un autre, et ça demande à ce que les employeurs et les partenaires sociaux fabriquent cet outil mutualisé et territorialisé, et peut-être que la puissance publique vienne l'appuyer. Mais j'insiste sur la notion territoriale, parce qu'autant un jeune, il ne faut pas lui mettre de limites, il faut qu'il comprenne qu'il peut aller à La Haye, à Madrid, à Cherbourg quand il est de Marseille, c'est vrai, et il vaut mieux le faire quand on est jeune. Mais il y a des jeunes, je vais dire un peu plus anciens, qui ont eu une première expérience professionnelle, et si on ne trouve pas forcément un emploi en traversant la rue, c'est mieux qu'à travers des dispositifs localisés et territorialisés, on ne soit pas obligé de traverser la France quand on a commencé sa vie avec des salaires parfois petits et qui créent un choc parce qu'on ne sait pas, c'est l'aventure, est-ce que je vais retrouver la même qualité de logement, est-ce que... Bon, voilà. Donc il y a aussi cette territorialisation, elle sert aussi à la cohésion sociale. Et on voit, pour rebondir sur ce que vous dites, on voit que c'est quand même compliqué parce que, pas sur les jeunes, mais on voit sur les reconversions des métiers qui sont en voie de disparition. Il y a un dispositif que les partenaires sociaux ont inventé qui s'appelle Transco, et on voit que ça ne marche pas aujourd'hui. C'est-à-dire que parce qu'on a pensé le système pour aider des gens à se reconvertir, mais on n'a pas pensé à l'arrivée du tuyau, c'est-à-dire aux entreprises qui recrutent. Et donc la connexion ne s'est pas faite entre les deux. Donc c'est parfois compliqué. Oui, Édouard, vous vouliez réagir? Oui, non, juste pour compléter sur toutes ces questions territoriales, et notamment par rapport à ce qui était dit tout à l'heure sur les diplômes. Est-ce que les diplômes sont adaptés aux besoins? C'est une vieille question et qu'on se pose régulièrement. D'ailleurs, on va reparler cet après-midi sur l'adaptation des diplômes, mais l'un des enjeux pour nous, c'est pas tant forcément de créer de nouveaux diplômes, parce qu'en fait, plus on en crée, plus on segmente, et plus on a après des difficultés pour un passage d'un à l'autre, que de colorer les diplômes en fonction des besoins d'un territoire industriel. Et ça, c'est intéressant. Je pars d'un même diplôme de base, et donc finalement, quelle que soit ensuite mon évolution de carrière, etc., je pourrais faire valoir un diplôme, si je puis dire, lisible par tous, mais dans sa coloration, il sera branché aéronautique si je suis à Toulouse, il sera branché sur la chaudronnerie industrielle si je suis dans l'académie de Nancy-Metz, dont le recteur est parmi nous, il sera coloré ici comme ci et ici comme ça. Et là aussi, c'est un des leviers assez intéressants. Et deuxième point, mais on en parlera cet après-midi, donc je ne veux pas déflorer, mais l'autre enjeu à mon sens, c'est d'avoir, alors pardon de tomber dans ce type de jargon, mais de la donnée, de la data, pour aussi avoir le paysage des besoins, des taux d'insertion, des taux de pression, et de l'emplacement des formations. C'est-à-dire que très souvent, dans les entreprises, on l'a vu ce matin, ils vous disent moi, là où je suis, j'ai besoin de monde, je ne trouve pas. J'ai besoin de monde formé, mais je ne trouve pas. Alors que quand on regarde au niveau global et le paysage de la carte de France, on pourrait potentiellement répartir les choses différemment. Donc on en parlera à 14h10, mais on aura des choses à vous montrer là-dessus pour vous rendre service. Pour rebondir par rapport à ce que vous disiez sur la coloration des diplômes, on a tous des exemples autour de nous, par exemple, de jeunes qui sont en études supérieures, qui ont des stages à faire, et dans des filières qui sont très intéressantes, avec des très beaux intitulés, mais qui ne trouvent pas de stage. Ils ne trouvent pas de stage parce que les entreprises ne les prennent pas en stage. C'est un problème quand on a une formation qui est qualifiante, qui est diplômante, et qui intègre une expérience professionnelle derrière un stage, mais aussi parce que les filières qui les proposent sont incapables de trouver des entreprises qui vont fournir des stages. Donc là, il y a une double responsabilité de jeunes qui ne peuvent pas finir leur cursus parce qu'ils ne trouvent pas de stage, et la responsabilité, elle est partagée. Est-ce que ça, ce n'est pas une responsabilité aussi de l'éducation nationale, en l'occurrence de l'éducation de l'enseignement supérieur, que de devoir, quand on crée une filière, être en mesure de proposer des stages qui doivent valider un cursus de formation? Alors, je parle pour mes camarades d'enseignement supérieur. Oui. C'est difficile quand on crée une formation de, j'allais dire, pouvoir garantir le stage qui va à la clé. En revanche, ce qu'on peut collectivement faire, et c'est le sens de certains travaux qu'on a, c'est d'abord travailler beaucoup avec les secteurs professionnels quand on crée une formation, quand on l'adapte. C'est-à-dire qu'on part du besoin métier, hein, on le verra tout à l'heure sur les diplômes. On a rénové 59 diplômes depuis 3 ans, par exemple, côté éducation nationale.
C'est pas rien comme 59 diplômes. Et quand on l'a fait avec les partenaires entreprises, etc. Voilà, dans le fond, de quoi est-ce que vous avez besoin aujourd'hui? Et aussi, quels sont vos besoins en termes quantitatifs? Et après, il faut ouvrir un nombre de places qui soient effectivement en rapport avec ça et travailler avec le secteur professionnel pour que le secteur professionnel prenne les étudiants ou les élèves selon l'hypothèse en question. Mais ce sont des phénomènes assez complexes et qui en plus sont très évolutifs dans le temps sur certains secteurs. Très bien, merci. Je dis à la dame qui me parle dans l'oreille, donc j'ai oublié le prénom malheureusement, qu'il faut me mettre les questions pour que je puisse les lire. Merci beaucoup. On continue. Question de la salle. Comment faire savoir aux élèves les besoins en emploi d'un territoire pour accompagner leur choix d'orientation? Voilà, battez-vous pour répondre. François Asselin. Il y a des choses toutes simples à faire, mais vraiment toutes simples. Surtout dans nos petits territoires, enfin dans les territoires provinciaux, Thouars. Hein. Il y a 2 lycées, il doit y avoir 2 collèges à Thouars. Hein. Tous les ans, à partir du mois de juin, on sait, quasiment dans toutes les entreprises, ce qu'on va recruter comme apprentis dans nos entreprises. Hein. Qu'est-ce qui empêcherait de faire une liste avec, sur le Thouarsais, on va recruter 10 boulangers, 3 bouchers, 15 menuisiers, 5 charpentiers, avec la liste des entreprises. Vous donnez ça, sortie des lycées. Les parents qui ont dans l'angoisse de ne pas savoir ce que vont faire, sortie de terminale, leurs enfants, ils savent déjà que sur Thouars, s'ils sont intéressés par une des filières, il y a des entreprises qui, immédiatement, sont prêts à signer un contrat d'apprentissage. Il y a des choses toutes bêtes. Et on ne se parle pas. Et on ne se parle pas. Donc, il faut qu'on se rencontre. Hein. Alors, il y a des endroits où ça se fait. Comment hein? Comment Écoutez, Comment vous avez... c'est pas compliqué. Vous avez des CPME, par exemple, dans tous les territoires, dans tous les départements. On pourrait très bien l'organiser. Oui, entre autres. Hein. Et puis, il n'y a pas que la CPME. C'est une offre de service que vous faites, François. Hein. Ça se fait. Hein. Vous avez des clubs d'entreprise. Il y a un club d'entreprise Thouarsais. Je sais qu'ils invitaient les proviseurs, les directeurs d'établissements au niveau du club des entreprises. Faut qu'on apprenne à se rencontrer, hein, tout simplement. Paola, pour le MEDEF. Alors, au sein du MEDEF, là, on a mis en place au sein même des MEDEF territoriaux des référents, des correspondants territoriaux auprès de l'éducation. Donc, déjà, c'est un lien, un maillage systématique. Il y a la semaine école-entreprise, auquel on participe, je crois, depuis 20 ans. Il y a pas mal de choses. La convention qu'on va certainement renouveler de coopération. Donc, tout ça, c'est des éléments majeurs. Et là, on a créé une commission récemment jeunesse, justement. Donc, à la fois le côté très concret, local, avec les références. Je pense que ça répond plus à la question et c'est concret. Et en même temps, suit des actions. Mais la semaine école-entreprise, par exemple, je crois qu'il y a, je sais pas, je crois qu'il y a 190 000 élèves ou quelque chose comme ça. Donc c'est quelque chose à démultiplier parce que c'est une façon de se rencontrer, de se voir et faire ce qu'on appelle le rapprochement dont on parle tous, quoi. Merci. Anne-Marie, vous vouliez dire quelque chose pour l'UDP? Oui, je voulais intervenir parce que je l'ai un peu lancé le pavé dans la mare tout à l'heure, mais il faut peut-être aller un peu plus vite et un peu plus tôt. Montrer aux jeunes ce que sont que nos métiers. C'est pour ça que j'ai parlé de stage de 4e. Alors je l'ai fait volontairement puisque la loi l'autorise à partir de la classe de 3e. Mais il n'empêche que dans un autre secteur, qui est le secteur de l'agriculture, il existe des organismes de formation, je vais faire attention à ce que je dis, qui ont mis en place des systèmes alternance sans l'apprentissage et où les jeunes vont au premier trimestre chez un boulanger, au 2e trimestre chez une coiffeuse, au 3e trimestre ailleurs, et ils vont régulièrement en stage en entreprise. Et les jeunes prennent le temps de savoir si le métier dans lequel ils ont envie d'aller est le bon. Donc je pense qu'il faut, c'est bien les lycées bien sûr, hein, et puis la reconversion professionnelle bien évidemment, et puis il n'y a pas d'âge limite, mais il faut peut-être aller un petit peu plus vite, et je profite d'avoir le micro, pour le dire aussi qu'il faudrait peut-être aller un peu plus vite dans la révision des référentiels. Parce que nous avons une obligation de révision de nos référentiels, de nos diplômes, de nos certifications. Mais le temps que la machine se mette en route, le train, il est déjà passé. Donc le temps de réécrire tout ça, on n'est plus adapté et on a à nouveau ce discours éternel, récurrent des entreprises qui disent « c'est pas adapté, c'est pas bien », Donnez-nous un exemple, s'il vous plaît. Donnez-nous un exemple. Un exemple, un bac professionnel, je vais prendre les nôtres par exemple, qui sont en rénovation. Ça fait 10 ans qu'ils n'ont pas été réécrits. Ils sont en totale inadaptation avec ce qui se passe dans nos entreprises. Mais heureusement que les entreprises ont des bonnes relations avec les CFA, avec les enseignants. Et là, on discute ensemble, on échange. Et alors, je ne dis pas qu'on met le référentiel de côté, mais on le fait évoluer nous-mêmes sur le terrain. Donc il y a un moment où peut-être aussi il faut que la machine aille plus vite, quoi. Bon, Edouard, qu'est-ce que vous faites sur les référentiels?
Je me demande. Alors, Edouard? Alors normalement, je me tourne vers mes équipes et je fais bah alors. Allez. Et comme elles sont dispersées, Voilà. non, trêve de plaisanterie. Alors, j'ai pas évidemment en tête tous les diplômes. Je disais tout à l'heure qu'on en a rénové 59 en l'espace de 2 ans. Donc j'en déduis Sur combien? Alors, il y a 99 spécialités en bac professionnel. Et il doit y avoir quelque chose comme 240 CAP de mémoire. Donc 59 sur 99 plus 240. Oui, c'est ça, sur 350, quoi, en gros, à la louche. Donc, ce qui est pas négligeable hein, quand on regarde l'ensemble. Et on en a d'autres qui sont actuellement dans le circuit. Donc, j'en déduis que celui dont on parle n'est pas encore sorti du circuit, et donc il faut qu'il sorte. Ça met longtemps à sortir du circuit, comme vous dites? Entre le moment où vous pensez à Alors, ça dépend. Ça prend plusieurs mois. Ouais. Parce que d'abord, il y a une procédure qui est effectivement... Enfin, voilà, je n'ai pas jugé de sa complexité ici, mais enfin, il y a une procédure. Et il y a aussi un travail avec les professionnels, mais c'est quelque chose qui peut prendre on va dire, oui, ça prend entre 6 mois et 1 an, quoi, normalement. Okay. Pour répondre à la question de la salle, effectivement, il y a une remarque qui était très intéressante sur trouver les besoins de main-d'œuvre des entreprises. Il y a une enquête annuelle qui s'appelle Besoins de main-d'œuvre, qui est publiée par Pôle emploi, qui est très bien faite et qui recense les intentions de recrutement des entreprises bassin d'emploi par bassin d'emploi, qui fait le lien de manière totalement interactive sur Internet avec les formations qui sont disponibles pour pouvoir les pourvoir. Donc effectivement, les besoins de main-d'œuvre, ça existe, ils sont référencés, on les trouve sur Internet, sur le site de Pôle emploi. Question à tout le monde, c'est une fusion de 2 questions ou de deux remarques qui étaient faites par la salle. On parle beaucoup d'insertion professionnelle et de formation continue, or quelqu'un nous dit que l'Éducation nationale est un employeur qui forme le moins ses salariés. Donc c'est plutôt une critique qui vous est adressée, Édouard, en disant sur la formation continue, notamment des professeurs, cumulée à une autre remarque qui dit « Comment voulez-vous qu'un professeur de 3e soit qualifié pour faire de l'orientation alors qu'il n'y est pas formé ?» Donc visiblement, il y a 2 remarques, et je sais que ça corrobore des propos qui vont pouvoir être tenus notamment par François Asselin et Laurent Escure sur la capacité des professeurs, du corps enseignant, de bien orienter les élèves, notamment en 3e. Édouard. Oui, alors ça c'est pour moi, effectivement. Ah, vous êtes content d'être venu, hein? Ah, toujours. Ça me pose jamais de problème, au contraire. Même. Alors, non, sur la formation, il faut appeler un chat un chat. Hein. Je veux dire, historiquement, sur la formation continue, c'est pas ce qui a emporté le plus l'adhésion des professeurs en termes qualitatifs que quantitatifs. C'est-à-dire que ce qu'on faisait était objectivement pas toujours à la maille de ce qui était attendu. Vous dites que c'était nul, quoi. C'était pas la maille de ce qui était attendu. C'était nul, très bien. Merci. Donc, ça c'est vrai, ça a été dit, expertisé, il y a eu des assises de la formation continue, etc. Donc, oui. Bon. 2, il y a maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Une fois qu'on a fait Qu'est-ce qu'on fait, Édouard? Alors, première chose, la formation continue était à la fois quantitativement insuffisante, très dispersée au niveau académique en termes d'acteurs, et ne répondant pas toujours aux besoins en fait exprimés. C'était plutôt, comme on dit en mauvais franglais, top-down que bottom-up. Bref, ça descendait et ça montait pas, dit en bon français. Donc, ce que le ministre a décidé de faire, c'est dans le cadre de ce qu'on appelle le Grenelle de l'éducation, création des écoles académiques de formation continue, c'est-à-dire qu'on rassemble toutes les ressources, à la fois humaines et budgétaires, pour avoir une politique cohérente, ce qui change un peu la donne. 2, on est en train de mettre en place des outils, alors ça prend un petit peu de temps, parce que vous savez, on a 1,5 million de personnel, mais on est en train de mettre des outils en place qui permettent justement de partir du besoin. À la fois collectif, ça peut être par exemple un besoin d'une équipe pédagogique justement territorialement, c'est-à-dire les enseignants d'un établissement. Je suis dans tel lycée ou dans tel lycée professionnel, dans tel collège, j'ai besoin par exemple d'être formé en orientation. On a une équipe qui a besoin de ça, eh bien elle doit pouvoir l'être. Donc 2e élément. Et puis 3e élément, c'est la trajectoire budgétaire, puisque tout ça a un coût, et donc qui est appelé à progresser. Maintenant, sur l'orientation elle-même. Sur l'orientation, vous savez qu'on est 2 acteurs, et je dis ça parce que je rebondis aussi sur une question qui apparaît sur l'écran. Sur la région. Je ne sais pas si on la voit, mais elle apparaît. Sur le rôle de la région. C'est-à-dire tout ça n'est jamais l'affaire d'un seul. C'est l'affaire des professeurs et des psychologues d'éducation nationale, etc., qui ont au quotidien le contact avec les élèves, qui les connaissent et qui les accompagnent. C'est l'affaire des régions qui ont la politique en termes d'information et d'orientation. C'est l'affaire de l'ONICEP qu'on entendra au cours des prochaines heures et des 2 prochains jours. C'est l'affaire des entreprises qui, derrière, autant que possible, et c'est une invitation de ma part, mais doivent pouvoir proposer des stages. Et on peut commencer dès la 4e, c'est possible. C'est obligatoire en 3e, on peut faire dès la 4e. Parce que fondamentalement, l'orientation, c'est un processus d'abord long, de discernement par un élève de ce qu'il a envie de faire. Et donc, par rapport à ça, plus on arrive à croiser les regards,
et plus on lui donne un taux d'exposition, si je puis dire, élevé à différentes expériences, en rencontres, conseils, etc., plus en fait on garantit sa réussite. Oui, je rebondis sur ce que vous dites, et notamment sur ce que disait Anne-Marie Leroy sur la valorisation des métiers et la juste connaissance des métiers. Aujourd'hui, les jeunes, ils s'informent sur TikTok, sur Instagram, sur les réseaux sociaux. On voit que même le président de la République leur répond sur leurs réseaux favoris. Est-ce que l'éducation nationale communique sur les métiers, sur les formations existantes, sur les réseaux sociaux que utilisent les jeunes? Alors oui, alors là aussi je pense que la directrice Tournez vers vos équipes. La directrice générale de l'ONICEP sera encore mieux placée que moi pour éviter tout ça, puisqu'il y a un énorme travail qui est entrepris sur ce terrain-là. Et au-delà de ça, de manière générale, sur tout ce qui est outils en ligne, pas que réseaux sociaux. La possibilité, par exemple, pendant la semaine, le printemps de l'orientation, d'avoir un interlocuteur en ligne avec qui on peut construire un parcours de formation, d'orientation. On a tout un système avec de l'intelligence artificielle, etc., où je me construis mon parcours, je me dis, tiens, et si j'aime ça, et si j'aime ci, qu'est-ce que je peux faire? Et puis au bout d'un moment, on peut avoir une interaction avec des personnes qui vont vous aider finalement à mieux discerner. Ça se trouve où, ça ça? Aujourd'hui, ça se fait actuellement. Ça se fait où, ça? Ça sur se le fait avec l'ONICEP. l'ONICEP. Sur le site dont de la l'ONICEP. directrice générale est ici présente, absolument. Et ça permet, et c'est important parce que historiquement, en fait, on était souvent sur des systèmes de type qu'est-ce que tu veux faire? Alors l'élève disait je veux faire ça, et on lui disait donc fais ça, fais tel parcours pour arriver à tel métier. Aujourd'hui, on a les doubles logiques, c'est-à-dire il y a toujours ceux qui arrivent en disant moi je voudrais vraiment faire ça, et donc on leur explique comment y arriver. Mais il y a aussi dans l'autre sens que moi j'appelle un peu le plan de métro, c'est-à-dire je suis très intéressé par telle formation, sur quoi ça peut déboucher après. Et c'est important qu'à ce moment, on soit capable de montrer la diversité des débouchés, des passerelles, des rebonds possibles et du type de métier possible. C'est-à-dire, on ouvre l'éventail parce que ça permet à l'élève de se positionner de manière beaucoup plus ouverte, notamment quand il est un peu en recherche pour son propre parcours professionnel. Et c'est également ça qu'on travaille actuellement avec l'ONICEP. Mais pour répondre précisément à la question, est-ce que le ministère de l'Éducation nationale communique sur les réseaux sociaux qui sont regardés par les jeunes pour leur faire passer un certain nombre d'informations? Très concrètement, oui. Oui, donc ça veut dire qu'on peut voir Et le Jean-Michel ministère Blanquer au sens large, notamment avec l'ONICEP, mais oui. via l'UNICEF. Ok, très bien, merci. François Asselin, sur la formation des professeurs et l'orientation. Je crois que vous avez une petite Oui, proposition. les jeunes dans leur cursus maintenant de formation, surtout après bac, sont assez friands d'une année de césure. Eh bien, nous, on serait assez friands d'une année de césure avec les professeurs. C'est-à-dire que si dans votre carrière Je crois qu'ils n'ont pas bien entendu. Vous pouvez répéter? Comment? Je crois qu'ils n'ont pas bien entendu, ils étaient un peu dispersés. Nous, on serait assez friands d'une année de césure pour les professeurs en entreprise pendant votre parcours professionnel. On demande, nous, dans nos entreprises, à investir beaucoup dans la formation professionnelle continue. Donc, on demande finalement à retourner à l'école à nos salariés, etc., et parfois nous-mêmes entrepreneurs. Eh bien, finalement, faisons l'inverse. Venez, je ne sais pas, une fois tous les 15 ans, 2 fois dans votre carrière professionnelle, une année en entreprise, quelle que soit votre spécialité. Je veux dire, il y a plein de choses qui nous intéressent par rapport à vos compétences dans nos entreprises. Et je pense que parfois, on se découvrait les uns les autres. C'est votre côté zémourien, ça. Vous êtes un peu extrême, là. Une année, tous les 15 ans, c'est un peu beaucoup. Peut-être qu'il y a peut-être un juste milieu, si je puis me permettre, François. Oui. Et peut-être que Laurent a une proposition un petit peu plus soft. Ah ben, on pourrait le faire avec les syndicalistes aussi. Peut-être pas quand même. Non. Ça existe. Non, mais il existe des formations qui mélangent des chefs d'entreprise, des syndicalistes. Bon, voilà, j'en ai fait quelques-unes et c'est très agréable. Bénévolement, cette proposition, il ferait ça, non? On ne vous entend pas. Ne commençons pas à parler de choses qui fâchent. D'accord, mais après, si c'est l'entreprise qui prend Laurent, le salaire... Bon, voilà. Précisément, pour répondre à la question. Non, moi, je crois que pour... Bon, d'abord, les enseignants, parce qu'on appelons un chat les professionnels d'éducation, mais les enseignants, connaissent pas si mal que ça l'entreprise, pas pour eux-mêmes, parce que souvent, en effet, ils sont d'anciens bons élèves, c'est une caricature, et ils ont fait leur parcours, pour beaucoup, presque en permanence à l'école, mais d'abord par leur entourage et par leurs enfants. Ils ne sont pas trop effrayés par l'idée de l'artisanat, de la création d'entreprises, parce que c'est un des corps de métier qui produit le plus de professions libérales, en proportion, lorsqu'on regarde les trajectoires. Bon, donc il n'y a pas de réticence absolue à considérer qu'il y aurait un diable à côté. Bon. Mais il y a quand même cette méconnaissance. Moi, je pense que, et ça vaut aussi pour les élèves, que mon syndicat et ma fédération sur le terrain de l'éducation, j'espère qu'ils n'ont pas changé de mandat entre deux, sont pour la formation continue obligatoire.
Et il considérait que ça devait être d'abord un engagement de l'employeur, cette formation, et que ça permettait de la stabiliser. Dans ce cadre-là, il pourrait y avoir 3-4 moments dans la carrière où pendant 2 ou 3 jours, il puisse y avoir des visites, découvertes, compréhension des réalités professionnelles, stages en commun avec des chefs d'entreprise ou des artisans ou des métiers, qui permettent de croiser des regards. Bon, voilà une hypothèse qu'on pourrait émettre. Mais ça vaut aussi pour les élèves. Les élèves n'ont aucune idée de ce qu'ils veulent faire. Et parfois, même quand c'est le moment décisif, ils ne savent pas bien, quoi. Bon. Alors justement, il y a une question de la salle, qui sera peut-être la dernière, avant de passer à la table ronde d'après. Comment mieux montrer aux élèves les opportunités offertes par la formation continue pour leur permettre de mieux choisir leur filière orientation après une première formation professionnelle? Alors, je ne sais pas si je vais répondre à ça, mais en tout cas, Ce serait mieux quand même. moi j'ai le souvenir que lorsqu'on va découvrir, pas forcément en stage, mais lorsqu'on fait une visite d'entreprise et qu'on regarde un processus industriel et qu'on voit à peu près tous les bureaux, les chaînes de fabrication, voilà, ces visites-là, il faudrait qu'elles soient plus nombreuses et variées. C'est-à-dire, alors, soit ça peut s'inscrire dans le territoire, mais ça peut être aussi varié. Et il n'y a pas que les entreprises, il y a aussi les métiers de l'artisanat, des professions libérales, des petites entreprises qui structurent le pays. Voilà. Enfin, ne soyons pas dupes de la difficulté que nous avons pour les années qui viennent. Il y a des métiers dans lesquels il y aura du sens, et parfois un sens qu'on fait découvrir, un sens qui est positif, qui permet l'épanouissement du travailleur. Mais on a tout un tas de métiers où, franchement, on peut faire ce qu'on veut, ils ne seront pas épanouissants. Et on ne peut pas ni mentir à nos jeunes, ni mentir à leurs familles, en disant que tous les métiers seront des métiers de perfection de l'épanouissement humain. Il y a des métiers qui sont difficiles, il faudra aussi se poser cette question-là, parce que ceux dont on peine à trouver parfois l'embauche sont souvent là-dedans. Pour faire court, on peut améliorer la technique, la prévention, l'appareillage, mais quand on se fait secouer pendant toute une journée avec un marteau-piqueur, le sens de son métier, on peut le comprendre, faire un trait très droit, un trou à peu près bien fait, mais d'abord, le sens de son métier, c'est de ramener de l'argent à la maison pour faire vivre sa famille. Et il faut qu'on ait en tête qu'une partie de nos métiers, une partie de l'emploi en France, n'est pas source d'épanouissement, ce qui impliquera peut-être une idée autour de est-ce qu'on peut faire ces métiers toute sa vie. Merci Laurent. Paola, vous avez une idée? Et je vous demande à tous, quand vous prenez la parole, de bien parler dans le micro, pour être bien entendu. Et après, on fera Anne-Marie. Je reviendrai juste sur le côté connaissance des métiers, et je reprendrai l'exemple de la boulangerie ou du tailleur de pierre que je trouve très bon. Je pense que tout le monde a des idées reçues aussi sur les métiers. Et je pense que le fait de visiter, parce que tout le monde connaît, oui, quand on dit boulangerie, quand on dit tailleur de pierre, je pense que n'importe quel. Mais par contre, le fait de visiter, effectivement, ça donne envie. Et ça crée justement l'opportunité. Parce que je pense qu'un gros problème aussi d'un certain nombre de filières, c'est l'idée reçue, l'idée préconçue qu'on se fait, notamment les jeunes et les professeurs. Donc je pense que c'est ça, en fait, c'est du concret. Et l'industrie, c'est plus Zola, c'est plus Germinal. Hein, c'est de la technologie, non, les sols sont plus en terre battue. Voilà. Alors voilà, déjà, je pense que les grandes transformations, au-delà de la transition écologique, il y a aussi l'avènement de l'intelligence artificielle et l'automatisation. Et effectivement, je pense que j'espère que à chaque révolution, de toute façon, ça a toujours été pour minimiser la pénibilité. Donc on va quand même vers des métiers de moins en moins pénibles, il me semble. Mais il en restera. Et puis, je pense que par contre, le sens, on ne le trouve pas forcément dans son métier. On le trouve avant tout dans l'entreprise, et c'est ça, je pense, qui est la vraie recherche, c'est qu'est-ce que défend l'entreprise, quelles sont les valeurs de l'entreprise, quelle est l'utilité de l'entreprise. Et donc, effectivement, peut-être qu'au quotidien, ce que je fais, j'aime pas, mais je pense qu'il y a plein de tâches qu'on n'aime pas, qu'on fait au quotidien, et ça, quel que soit ce qu'on fasse, honnêtement. Mais par contre, pour autant, je sais que ça va peut-être porter ma petite pierre à l'édifice, et c'est ça la notion de sens, qui est, à mon avis... Merci. Anne-Marie? Bien dans le micro. Oui, je voulais déjà juste dire une chose à Pierre. Attention, si les enseignants viennent 1 an dans nos entreprises, ils risquent de ne pas repartir à l'éducation nationale et rester chez nous. L'inverse peut être vrai. Hein. C'est vrai. Moi, juste une petite chose, je ne sais pas quel temps il nous est encore imparti, mais il y a une personne dont on n'a pas parlé, je trouve, c'est le maître d'apprentissage.
C'est-à-dire que le rôle et la mission du maître d'apprentissage, c'est-à-dire que quand on accueille un jeune en apprentissage, c'est un contrat de travail. Ce jeune en accueille pendant 1 an, 2 ans, 3 ans dans nos entreprises. Ce sont des jeunes qui arrivent parfois à 16 ans, ce sont des gamins en pleine crise d'ado, où on va devoir discuter avec eux parfois d'autres choses que simplement l'exercice de notre métier. Ça, c'est important de le reconnaître. Et ils vont être accueillis par un maître d'apprentissage. Et je pense qu'il faut aussi qu'on revalorise un petit peu les missions du maître d'apprentissage. Et s'il y a un vocabulaire... Il faut qu'on en trouve aussi des maîtres d'apprentissage, parce qu'on en manque. Oui, mais on en manque. Mais en même temps, quand le vocabulaire qui est utilisé est souvent « oui, mais vous, les entreprises, vous touchez des aides pour accueillir les apprentis, donc en gros, taisez-vous », peut-être que le terme « aide aux entreprises » devrait être supprimé. Ce n'est pas une aide, on est formateur. On passe du temps, on donne de notre temps pour former nos jeunes et c'est cette formation qui est mise en avant par une aide, entre guillemets, de l'État. Ce n'est pas une aide pour dire « accueillons nos jeunes comme ça, allez hop, on vous fait un chèque ». Ça, je me refuse totalement à entendre ce type de discours. Ça, je tenais à le dire. Merci. Bon, c'est la fin du débat. On arrive à l'heure de la fin du débat, donc on va reposer la question qui vous a été posée en début de cycle pour savoir si nos intervenants vous ont convaincu dans les interventions qu'ils ont pu faire. Donc on va vous remettre la question. Donc, est-ce que les partenaires sociaux vous ont convaincu ? Donc vous pouvez voter, vous avez 1 minute sur l'appli que vous avez préalablement téléchargée. Si vous avez répondu à la première question, logiquement, vous pouvez répondre à la deuxième. Je rappelle les scores de tout à l'heure, c'était plutôt, vous les trouviez entre plutôt, oui, ils s'engageaient, mais pas suffisamment, et voire pas trop. Ah. Et là, on arrive à une majorité, mais pas relative, majorité absolue. 58%, 59%, peut-être atteindre les 60%. 59%, plutôt oui. Vous avez plutôt convaincu les gens dans l'assistance. C'est plutôt pas mal, je ne m'y attendais pas. Moi, vous ne m'avez pas convaincu, donc, mais je ne suis pas représentatif. Est-ce que vous avez un commentaire à faire, justement, avant de céder la parole à Édouard en conclusion? Alors, François Asselin. Je pense qu'au boulot, pour qu'on réussisse, on n'a pas à convaincre. Il faut simplement que voilà, on réussisse notre promesse vis-à-vis des jeunes que nous avons tous en charge. Ah, maintenant, vous avez repris la parole et vous êtes 25%. Non, c'est parce qu'ils ont changé l'ordre, c'est une boutade. Paola. Je pense qu'il y a vraiment des choses à faire et je pense que c'est incontournable en fait. Maintenant, voilà, je pense qu'il faut vraiment, il y a des bonnes choses qui ont été faites avant et je pense qu'il ne faut pas oublier de le dire parce que souvent on a tendance à tout remettre en question. Mais par contre, là, il faut avancer et passer la 4e, quoi. Et la convention. Et la convention, mais elle est signée quand cette convention entre le MEDEF et l'Éducation nationale? Incessamment sous peu. Vous ne savez pas quoi. Incessamment sous peu. Mais elle a déjà été signée en juin 2019. Oui, mais elle doit être re-signée. Elle est reconduite et elle va être déclinée voilà. aux régions. Okay. Et juste en 2 mots, cette convention, elle apporte quoi? C'est des engagements du MEDEF par rapport à l'éducation, de l'éducation par rapport au MEDEF sur les entreprises, sur le rapprochement avec un certain nombre de déclinaisons concrètes, j'en ai cité quelques-unes, et des faits et des moyens financiers. Okay, merci. Laurent Escure, en conclusion, vous avez été convaincant, visiblement? J'en sais rien, mais... Si, il y a plein de messages qui disent Laurent Escure était très bon. Oui, sans doute. Sans doute. Non, ce que je crois, c'est on le voit... certains d'entre vous sont des experts, ce qui n'est pas forcément notre cas à nous, là, intervenants. Vous connaissez par cœur tous les sigles, les dispositifs, etc. Il faut admettre quand même que tout ça est très complexe et que peut-être un des chocs qui permettrait une meilleure coopération école-entreprise, c'est qu'on arrive à se parler simplement, en utilisant du vocabulaire que tout le monde comprend, et peut-être en essayant de... Alors, il ne faut pas simplifier pour simplifier, mais peut-être essayer de faire des choses un peu plus faciles à comprendre. Ça existe, hein, je le dis, pour tous ceux qui s'intéressent à la pédagogie, pour les publics les plus vulnérables. Il y a quelque chose qui a beaucoup avancé ces dernières années, ça s'appelle le français facile à lire et à comprendre. Et parfois, avec notre verbiage à chacun et à tous... Vous avez été prof, vous, hein? Non, mais avec notre verbiage à chacun et à tous, on oublie que pour être compris, il faut essayer de s'exprimer clairement.
Et pour comprendre le système de relations école-entreprise, peut-être qu'il faudra qu'on simplifie et qu'on fasse des choses faciles à comprendre. Merci. Anne-Marie Lorway pour l'U2P. Alors vous avez été convaincante. Je crois que c'est votre exemple de la boulangerie qui a convaincu tout le monde. La boulangerie, je pense, qu'a convaincu tout le monde. Donc demain, tout le monde va aller faire des croissants à 3 h du matin, je vous le rappelle. Je voulais simplement dire que quand on aime ce qu'on fait, on ne peut être que convaincant. Et si on vous a convaincu, c'est parce qu'on aime ce que l'on fait. Merci. Édouard Geffray, le mot de la fin. Ils ont été convaincants pour vous? Ils vous ont donné des idées? Alors qu'est-ce que vous allez reprendre de ce qu'ils vous ont dit? Ils ont par nature été convaincants. Sinon, ils ne seraient pas là. Oui, non, moi, ce que je trouve intéressant, c'est d'abord quand même que le diagnostic, globalement, est très partagé. Finalement, quand on regarde, enfin, malgré tout, on se dit les mêmes choses. On peut les dire avec un curseur différent, mais on se dit les mêmes choses. 1. 2, le fait que les savoirs fondamentaux, notamment, parce que nous, les savoirs fondamentaux, soient un peu le cœur du réacteur et soit un élément extrêmement important pour ensuite pouvoir s'adapter à des situations différentes, là aussi essentiel. 3, à partir de là, une fois qu'on a, si je puis dire, ce tronc, la capacité à diversifier l'arborescence pour des possibles, pour tous nos élèves, tient au fait que d'abord, ils doivent mieux connaître, mieux se rencontrer, et qu'évidemment, nous, côté éducation nationale, on doit faire en sorte que notamment nos professeurs et nos partenaires en général se rencontrent et puissent passer du temps ensemble. Alors, on va voir les modalités, mais puissent passer du temps ensemble pour tout simplement, derrière, servir la réussite de nos élèves. Merci. Merci à tous les 4. Merci Paola Fabiani. Merci Anne-Marie Lorway. Merci François Asselin, merci Laurent Escure va participer à ce débat avec Édouard Geffray. Je vous invite à descendre de la salle. Édouard, vous restez parce que vous êtes collé toute la matinée avec moi. Vous n'avez pas de bol, vous êtes retenu, vous êtes collé. Et on va attaquer la deuxième table ronde. Merci Paola. Deuxième table ronde de la matinée. Donc on continue sur notre lancée. Cette fois-ci, ça va être des regards